Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Dans la seconde partie de cet entretien avec Brigitte Gauthier, on continue la description des conditions de transport et d'élevage des animaux non humains, avant de reparler un peu de choses plus réjouissantes, notamment les sites de L214 et les quelques victoires obtenues ces dernières années. Restez bien jusqu'à la fin si vous voulez connaître les 3 recommandations de Brigitte Gauthier. Ce qu'elle décrit au début peut encore être choquant, alors assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour écouter cet épisode. Et donc, avant d'arriver à l'abattoir, en excluant l'abattage mobile qui est assez minoritaire, il y a toute l'étape de transport. Et alors moi, je dois avouer, avant de lire les 2 livres que L214 a publiés sur ces questions-là, j'avais pas du tout pensé que le transport puisse être une aussi grande source de souffrance. Vous racontez comment vous avez suivi à la trace une bétaillère à travers l'Europe pendant des dizaines d'heures. Oui. En fait, c'est même complètement incompréhensible. Enfin, comment ça peut être rentable, même juste sans considérer la question animale. Comment se fait-il que des cochons qui sont nés en Hollande, on les transporte jusqu'au fin fond de l'Espagne? Juste incompréhensible. Les veaux qui naissent en Irlande, ils sont transportés pendant une 50aine d'heures pour aller jusque aux Pays-Bas. Pas compréhensible. Et du coup, pour les animaux, effectivement, ce sont de nombreuses heures de transport. Je peux parler des veaux nourrissons, par exemple, qui sont nés en Irlande. Donc l'Irlande, grande productrice de lait. Sauf que les Irlandaises et les Irlandais consomment pas énormément de viande de veau. Du coup, les veaux issus de ces filières laitières, eux, sont envoyés en Europe, sur le continent. Donc ils sont transportés déjà en Irlande. Ils sont transportés ensuite par bateau. Alors là, la traversée, elle fait 18 heures déjà. 18 heures de bateau. Ils arrivent au port de Cherbourg. Donc ils sont toujours dans les camions. Ils ne sont pas déchargés dans le bateau pour pouvoir se dégourdir les pattes. Ils restent dans les camions. Ils ne sont pas forcément nourris ou abreuvés pendant ce temps-là. Par contre, ils vont être déchargés dans ça s'appelle des points de contrôle, des centres de contrôle. En France, il y en a quelques-uns. Et du coup, ils sont déchargés. Ils sont nourris au lance-pierre. Mais vraiment, on a les images sur le site de L214, on peut trouver les images. Ils sont rapidement nourris avant d'être rechargés. Alors évidemment, il y en a pas mal qui meurent en cours de route. Ce sont des animaux fragiles. Il y en a certains, ils sont même pas sevrés en fait quand ils ont été chargés. C'est vraiment des veaux nourrissons. Et puis ils sont transportés pour être emmenés dans des centres d'engraissement où ils vont être engraissés pour finir en veau de boucherie par exemple, ou après en animal un peu plus grand, en bœuf, pour faire de la viande, quoi. Voilà. Mais pour les animaux, c'est un calvaire. Pour les oiseaux, c'est pareil. On a montré les images à l'abattoir de Blancafort de ces dindons qui sont transportés dans des cages où ils peuvent même pas avoir la tête relevée. Tout simplement, ils sont vraiment dans des caisses qui sont blindées. Et ils sont transportés pendant plusieurs heures, exposés au climat, et transportés dans des conditions absolument atroces, quoi. Et dans des cages où souvent ils ont été violemment lancés à la va-vite par des ouvriers qui doivent travailler au plus vite pour remplir un camion. Exactement, et qui sont payés très peu, qui sont payés à l'heure, mais quelque part au rendement aussi. Enfin, voilà, ça rigole pas du tout, les conditions de travail pour les ramasseurs. On a eu pas mal de témoignages là-dessus. Conditions d'ouvriers d'abattoir, elles sont aussi absolument lamentables. Sur l'abattoir de Blancafort, justement, le fait qu'on ait montré les images de l'abattoir, plusieurs personnes, familles, ont témoigné de proches qui se sont suicidés. En fait, il y a eu 3 suicides en moins d'1 an de personnes qui travaillaient dans cet abattoir. Donc vraiment, c'est des conditions pénibles. Alors
bien sûr, enfin, ceux qui meurent en plus grand nombre, ce sont les animaux, mais je pense qu'on a tout intérêt à sortir de ce système par le haut, parce que c'est un système où personne n'est gagnant. Voilà. Oui, vraiment personne, quoi. Juste, bah oui, pour ce qui est présenté comme un plaisir de consommation, vraiment, ça entraîne des conséquences incommensurables, en fait. Et donc, avant la fin de leur vie, avec l'étape du transport et de l'abattage, il y a eu toute une vie d'élevage dans des conditions le plus souvent affreuses, avec des mutilations et des souffrances. Est-ce que vous pouvez parler de ça ? Oui, en France, on a 8 animaux sur 10 qui sont abattus qui proviennent d'élevages où ils n'ont pas eu accès au plein air. Et en fait, c'est ce qu'on a défini, nous, comme étant l'élevage intensif. Dans ces élevages, c'est souvent concomitant finalement avec une sélection génétique. Donc une sélection génétique destinée à avoir des animaux qui produisent le plus possible. Le plus possible de viande, le plus possible d'œufs, le plus possible de lait par exemple. Du coup, ces élevages intensifs, on va essayer de faire tenir le plus d'animaux possible dans l'espace le plus réduit possible. Tout est optimisé. L'espace, la nourriture, les sélections génétiques justement pour produire le plus possible. Et en fait, les conditions d'élevage sont particulièrement hostiles à ces animaux. Mais pour les faire tenir ensemble, on va user de mutilation. Effectivement, pour les poules pondeuses, on va... Alors le nouveau terme, c'est épointer le bec. Bref, couper le bout du bec. Avant, on disait débéquer, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais maintenant, c'est un terme qui est peut-être... c'est comme les soins au porcelet. Les soins au porcelet, on va les castrer à vif. Alors plus à partir du 1er janvier 2022, la loi imposera qu'il y ait anesthésie ou pas du tout de castration, mais enfin voilà. On va couper les dents, meuler les dents, et on va couper les queues. Et alors la castration, c'est pour le goût du consommateur, puisque 3%... Alors ça, vraiment, il faut expliquer, parce que en fait, on mutile les porcelets pour une raison qui paraît si futile. Mais exactement. On a 3% des porcelets mâles qui développent ce qu'on appelle l'odeur de Véra. C'est-à-dire que si vous faites cuire de la viande de cochon qui a cette odeur-là, en fait, ça fait une odeur un peu d'urine à la cuisson, qui est désagréable pour ces narines si sensibles des consommateurs. Et donc, pour éviter d'avoir ce phénomène-là, les porcelets sont castrés dès les premiers jours de leur vie. Donc, on va au scalpel, couper et sortir les testicules. Les arracher, on n'a pas le droit, mais on peut le voir sur certaines images. En fait, elles sont carrément arrachées. C'est par déchirement des tissus, du coup. Donc vraiment, là, c'est pour le goût du consommateur. Et après, il y a pour les conditions de vie dans ce milieu-là. Conditions de vie, c'est comme ils sont tous les uns entassés avec les autres, leur seule distraction est sur du caillebotis, c'est important. Caillebotis, donc c'est ce sol ajouré, souvent en béton, par les trous duquel en fait passent leurs excréments. Ils vivent au-dessus de leur merde, pour le dire très crûment. Et du coup, la réglementation impose normalement d'avoir des matériaux manipulables à disposition des cochons. Sauf que quand vous avez un sol ajouré comme ça, si vous mettez des matériaux justement dans lesquels ils peuvent fouiller, comme ils en ont besoin, impératif biologique de l'espèce, comme ils en ont besoin, le sol ajouré ça va pas parce que ça va boucher les trous. Évidemment, si vous mettez de la paille, ça va plus fonctionner ce système de caillebotis. Et donc il n'y a pas de matériaux manipulables au sol, et la seule distraction qu'ils ont finalement, c'est la queue du cochon qui est à côté d'eux. Et pour éviter ce phénomène de cannibalisme finalement, mais qui peut mener à des infections et tout ça, la solution toute trouvée, plutôt que de se dire on arrête avec le caillebotis, ça va pas, ça nous permet pas de remplir justement la réglementation, et non, ils coupent les queues à vif avec un fer chauffé à blanc en fait, clac, comme on a des fois dans les magasins pour couper les plastiques. Et le bec des oiseaux, c'est la même logique. Alors ça peut être, oui, soit chauffé à blanc, soit coupé.
Et il faut rappeler qu'en fait c'est une partie, c'est pas comme les ongles pour nous, c'est une Exactement. partie innervée en fait. Voilà, c'est une partie innervée, c'est extrêmement sensible pour ces oiseaux-là. Voilà, oui, enfin, c'est plutôt comme si on vous coupait un bout de doigt plutôt que si on vous coupait un bout d'ongle. Donc voilà. Peut-être que vous pouvez parler brièvement de la toute dernière enquête d'L214 dans un élevage le Gaulois. Alors dans l'élevage le Gaulois, justement, on a montré ces poulets de chair, qui sont des poulets qui sont issus d'une souche appelée Ross 308, qui est une souche à croissance ultra rapide, en fait. Donc ce sont des poulets qui atteignent le poids souhaité d'abattage, donc 2 kg et quelques, vers 35 jours. Donc ils vont grossir extrêmement rapidement, sauf que ça se fait au détriment même de leur santé, au final. C'est des poulets qui vont avoir des boiteries sévères, c'est des poulets qui vont avoir des problèmes respiratoires, c'est des poulets qui vont avoir des problèmes cardiaques. Et donc sur les images, on voit justement certains poulets qui sont sur le dos, qui sont morts, tout simplement, de crise cardiaque. On peut voir des poulets boiteux, et surtout, ce qui peut être frappant, ce sont ces corps de poulets avec des têtes de poussins. En fait, ils grossissent tellement vite que ça donne ce genre d'image. Et puis dans cet élevage-là, on a pu filmer effectivement une toute petite partie du ramassage, la sortie en fait des moissonneuses à poulets. Donc ce sont des grandes machines qui viennent ramasser les poulets très rapidement. Ils sont mis sur un tapis automatique et ils sont recrachés, on peut le dire, de l'autre côté par un espèce de canon à poulet pour charger les caisses le plus vite possible. Donc c'est des images, oui, choquantes, mais légitimement choquantes, de voir comment on manipule les poulets. Enfin, les pêches, on fait plus attention avec des pêches qu'avec des poulets, finalement. On va les déposer beaucoup plus délicatement que des êtres qui sont, on le sait, doués de sensibilité, et j'irais même plus loin, doués de conscience. Donc voilà, et il faut rappeler que c'est 800 millions de poulets qui sont élevés chaque année et tués chaque année. 800 millions, c'est juste complètement énorme. Et parmi eux, c'est 80% qui sont dans des élevages intensifs sans aucun accès à l'extérieur, et le plus souvent issus de souches ultra rapides, donc avec tous ces problèmes de santé qui en découlent. Et puis ils sont élevés dans le même bâtiment, bâtiment fermé, sans accès à l'extérieur, souvent pas de lumière du jour. Ils restent sur la même litière pendant tout le temps, donc la litière elle est imbibée de leurs excréments, ça provoque des brûlures, ils sont en partie déplumés. Enfin vraiment, on souhaite à personne une vie de poulet, quoi. Et concrètement, ces conditions affreuses de vie entraînent beaucoup de morts, j'imagine. Les taux de mortalité en élevage de poulets, alors on peut dire c'est 4%. Alors on se dit, c'est pas beaucoup, mais c'est 4% en 35 jours. Donc en très peu de temps, au final. Donc voilà. Oui, parce qu'aussi, il faut dire qu'ils mènent des vies extrêmement courtes. Mais c'est extrêmement par rapport à la vie qu'ils auraient normalement s'ils n'étaient pas envoyés pour être mangés. Exactement. Donc là, 35 jours, donc c'est un mois à peu près. Et en fait, les oiseaux, comme ça, comme les poules ou les poulets, ils peuvent vivre 8 ans, à peu près. Enfin, en moyenne, une dizaine d'années. Voilà. Moi, la poule la plus âgée que j'ai rencontrée, elle avait 18 ans. Voilà. Donc ça fait vraiment une différence phénoménale. Mais pour les poules pondeuses, leur vie s'interrompt au bout d'1 an et demi aussi. Alors justement, parlons de ça, parce qu'en fait, souvent on pense que c'est surtout la viande qui cause des souffrances. Mm-hmm. Mais en fait, il n'y a pas que la viande, il y a aussi des produits animaux qui ne sont pas directement la chair des animaux, mais qui causent des souffrances souvent insoupçonnées. Et dans ça, il y a l'industrie des œufs. Alors l'industrie des œufs, oui, le problème, alors des fois on se pose, l'œuf et la poule, c'est quoi le premier ? Là le problème, c'est vraiment les conditions des poules, pour le coup. Donc les poules, il y a 3 modes d'élevage qui cohabitent en Europe. L'élevage en cage, l'élevage au sol, donc c'est bâtiments fermés sans accès à l'extérieur, et puis 2 modes d'élevage qui donnent accès au plein air, le plein air et puis le bio. Donc c'est les numéros sur l'œuf à la fin, c'est ça ? C'est les numéros sur l'œuf. Et on peut remarquer d'ailleurs que les numéros sur l'œuf, c'est 0, 1, 2, 3, 0 c'est bio, 1 accès au plein air, 2 au sol, 3 en cage. Finalement, le législateur n'a pas envisagé qu'on puisse faire encore mieux, encore moins pire que le bio.
Il n'y a pas Voilà, moins un. non, il n'y a pas moins un. Bon, bref. Enfin, et en tout cas, il ne laisse pas l'ouverture pour aller plus loin. Mais on peut noter quand même que justement, sur les œufs, il y a quand même une certaine traçabilité. C'est-à-dire que si on s'intéresse un temps soit peu à la question, sur les boîtes d'œufs, on peut savoir quel a été le mode d'élevage. Ce qui n'est pas le cas pour les autres aliments, où il peut y avoir des indications volontaires de la part des producteurs. Hein. Quand ils ont des poulets qui sont élevés en plein air, c'est écrit en gros, en énorme dessus. Mais pour tous ceux qui ne sortent pas, c'est pas écrit poulet élevé en claustration totale. Ouais, c'est pas transparent. C'est pas écrit du tout. Alors que pour les œufs, justement, ça a été écrit. Et donc, il y a ces 3 modes d'élevage. Dans ces 3 modes d'élevage, les poules restent pendant 1 an. Donc, en cage, elles peuvent être 13 par mètre carré. Ça fait vraiment une toute petite surface par poule. On est à peu près sur la surface d'une feuille A4 qui a été augmentée d'une carte postale en 2012. Wow, révolution. Et ces cages ont d'ailleurs été rebaptisées cages bien-être, sachez-le. Voilà, le bien-être à toutes les sauces. Ensuite, vous avez les élevages au sol. Les poules sont 9 par mètre carré, donc un peu moins, pire. Vous avez les élevages avec accès au plein air. Elles sont dans les bâtiments 9 par mètre carré, mais quand elles ont accès à l'extérieur, elles ont 4 mètres carrés par poule au minimum. Ça peut monter jusqu'à 6 mètres carrés par poule. Voilà. Néanmoins, il faut souligner que les poules pondeuses, elles sont issues d'une souche de poules sauvages qui étaient des oiseaux arboricoles, donc qui vivaient en forêt, de façon à pouvoir se protéger des prédateurs qui viennent de l'air ou du sol, pouvoir se percher mais sous des feuillus. Et souvent, les accès au plein air, c'est une grande prairie. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse de ça? C'est hyper anxiogène pour elle. On s'est juste pas du tout mis à la place de ces animaux-là pour imaginer les systèmes. Et puis surtout, c'est des animaux qui vivent en tribu de quelques dizaines d'individus. Or, dans les élevages, même en bio, elles sont tout de suite plusieurs centaines, généralement. D'où la coupe du bec, pour éviter des agressions qui peuvent effectivement être très fortes entre des individus qu'on oblige à vivre dans une très grande promiscuité. Mais c'est pas tout, parce qu'avant cette période d'élevage, donc c'est des poules, je vous ai dit tout à l'heure, sélection génétique, elles ont été optimisées pour pondre des œufs. Elles pondent à peu près 300 œufs par an, alors que les poules sauvages, c'est quelques dizaines. Voilà, donc on est vraiment sur des différences d'échelle qui sont quand même flagrantes. Et d'ailleurs, quand on arrive à recueillir des poules qui sont issues de ce système-là, certaines peuvent mourir de cancer à cause de ce qu'elles peuvent développer par cette ponte intensive en fait. Et puis avant ça, il y a eu le couvoir. Elles sont toutes nées en couvoir. On trie les œufs au départ, donc d'un côté les mâles, de l'autre côté les femelles, et les mâles, même en bio, ils pondent pas d'œufs, donc ils sont éliminés à la naissance, le fameux broyage des poussins, mais ça peut être du gazage aussi, l'élimination des poussins indésirables, parce que, comme on vient de le dire, il y a des poulets de chair qui, eux, ont été optimisés pour faire de la chair, donc il est beaucoup plus rentable de faire des poulets de chair et de broyer les poussins plutôt que de laisser ces poussins peut-être grandir, etc. Donc dès la naissance, ces poussins vont être indésirables et vont être broyés ou gazés. Alors en 2022, ça a été annoncé, il y aura la fin du broyage des poussins en France et en Allemagne. Alors ça recule un peu, c'est toujours pas dans la loi, c'est d'ailleurs toujours pas inscrit dans la loi, mais il y a un système de sexage in ovo qui permettrait de sexer avant même que les animaux soient doués de sensibilité à l'intérieur de l'œuf. Parce qu'il faut rappeler qu'à partir d'une dizaine de jours, à l'intérieur de l'œuf, les poussins commencent à développer leur sensibilité. Et puis, si on suit un petit peu l'évolution des poussins dans l'œuf, ils communiquent avec leur mère avant même d'être nés, normalement. Donc là, imaginez tous ces milliers de poussins dans des couvoirs. Aucune relation avec leur mère, finalement. Vraiment, on pousse l'industrie jusque très très loin, quoi. Et donc c'est au couvoir aussi qu'intervient l'épointage du bec. Donc concrètement, on a autant de poussins mâles que de poules pondeuses au final qui sont broyés dès la naissance. Exactement. Dans l'industrie du foie gras, on a parlé du foie gras tout à l'heure, on a le même phénomène. Pour le foie gras, les exploitants ne gardent que les mâles, et donc ce sont les femelles qui sont éliminées. Et pour 30 millions de canards qui sont gavés dans l'année, il y a 15 millions à peu près de femelles qui sont
qui sont broyés à la naissance, eux, c'est plutôt 65-35 la proportion, alors que pour les poules, enfin, la souche des poules pondeuses, c'est 50-50, entre mâles et femelles à l'éclosion. Et est-ce que c'est le cas aussi pour, mais de façon plus générale peut-être ma question, est-ce que les conditions sont légèrement meilleures ou peut-être moins pires quand c'est bio, ou peut-être que quand il y a certains labels qualité? Alors, l'élevage bio a dans sa réglementation, dans sa charte, le fait que les animaux ils aient au moins un accès au plein air. Donc on peut se dire que c'est quand même moins pire pour une poule pondeuse d'avoir un accès au plein air que d'être dans une cage pendant toute son existence. Donc on peut dire oui, c'est moins pire, mais on peut pas dire c'est merveilleux. Voilà. En bio, pour obtenir du lait bio, on va quand même séparer la vache d'avec son petit dans les premières heures qui suivent la naissance du veau. Enfin, le bio, ça reste une production, ça reste des productions animales pour pouvoir obtenir de la viande, du lait, des œufs. On va forcément à un moment à l'encontre des intérêts des animaux. Voilà, notre intérêt, nous, à manger les animaux, va toujours passer avant celui des animaux. Et il y a des questions de rentabilité et tout ça, et donc on va avoir ça. Les questions de label rouge aussi, pour certains labels rouges, il y a effectivement l'obligation d'un accès au plein air. C'est pas le cas pour tous les labels rouges, notamment du côté de l'élevage des cochons. Donc voilà, c'est pas une garantie. Et après, il y a tout un tas d'autres labels, comme les bleu blanc cœur. Eux, c'est juste l'alimentation des animaux qui les regarde. Après, ils pourraient très bien avoir un label bleu blanc cœur sur des poules qui sont élevées dans des cages. Pas de restriction là-dessus. Donc la plupart des labels sont quand même plutôt trompeurs. Si par exemple on prend IGP, IGP canard à foie gras du sud-ouest, pour les canards, juste ils sont dans le sud-ouest. Bon, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose finalement. Voilà, on a montré aussi l'AOP Roquefort. Roquefort, effectivement, les brebis, elles ont un accès à l'extérieur, mais les agneaux, eux, ils partent en élevage intensif. Quand on les sépare d'avec les mères, eux, c'est plutôt au bout de quelques semaines. Je pense que c'est difficile de s'y retrouver. En fait, c'est beaucoup plus compliqué d'essayer, j'ai entendu des termes comme carnivore éthique ou je sais pas quoi qui sont très très contestables, mais en tout cas les carnivores consciencieux qui essayent de faire attention, enfin c'est beaucoup plus facile d'être vegan, hein. Enfin au moins on se pose pas 36 000 questions, voilà, pas de produits d'origine parce qu'en animale, fait l'énorme majorité de ce qu'on achète vient juste d'élevage intensif et d'animaux qui ont été élevés dans des conditions terribles, quoi. Oui, et on n'a pas tellement de traçabilité pour le savoir. Et puis vous ne savez pas dans quel abattoir ils sont basés. Est-ce qu'ils ont été tués avec ou sans étourdissement? Vous ne le savez pas parce que, effectivement, dans l'abattage sans étourdissement, il y a une partie de l'animal de toute façon qui part dans le circuit classique. Donc vous ne savez même pas en fait les conditions d'abattage des animaux que vous consommez. Donc le carnivore consciencieux, j'ai envie de lui dire bon courage, quoi. Enfin voilà, finalement être vegan c'est beaucoup plus facile, quoi. Peut-être qu'on peut finir sur les perspectives de progrès, s'il y en a. Déjà, en fait, je vous pose la question, est-ce que les choses vont dans le bon sens? Et quelles sont les victoires, peut-être petites, que vous avez réussi à obtenir? Alors, je dirais que les choses, elles vont, oui, dans le bon sens. Alors déjà, parce que je suis Enfin, j'arrive toujours à avoir le verre à moitié plein, donc je peux avoir un biais, je le sais. Mais je l'assume, parce que je trouve qu'on a besoin aussi de pas se laisser désespérer, de pas partir en burn-out militant, parce que justement on a le sentiment que nos efforts ne servent à rien. Mais je vais amener du chiffré. Déjà, juste un petit coup d'œil dans le rétro, il y a 10 ans en arrière, quand on parlait de la question animale, on parlait essentiellement de défendre les chiens et les chats. Pas du tout la question des animaux qui sont utilisés dans la consommation alimentaire. On parlait pas de véganisme, etc. Il y avait les végétariens déjà, mais qui étaient pas mal moqués d'ailleurs il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est les véganes. Mais bon, voilà, le curseur se déplace. Donc on peut voir ça de façon très positive. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'options végétariennes et véganes dans les restaurants, dans les supermarchés. Voilà, on peut penser ce qu'on veut de la qualité des produits, des machins et des... N'empêche que aujourd'hui, ces produits, ils existent
Et puis sur le recul de la souffrance des animaux, on a aussi des indicateurs qui disent que quand même les choses sont en train de bouger. Quand on a commencé avec L214, on a commencé par une campagne sectorielle. Donc au-delà aussi, enfin, il y avait d'autres choses, hein, mais on s'est attaqué quelque part à l'élevage en cage des poules pondeuses. On a écrit à tous les supermarchés qui ne nous ont pas répondu, et à l'époque, 80% des poules pondeuses étaient en cage de batterie. On ne s'est pas désespéré, on a continué, on s'est obstiné, on a gagné en rigueur, en organisation, de façon à s'adresser aux supermarchés, aux fabricants, à l'hôtellerie-restauration, aux producteurs, et on a obtenu tout un tas d'engagements à ne plus utiliser ou à ne plus produire d'œufs de poules élevées en cage d'ici 2025. Effet direct, de 80% de poules élevées en cage, on est passé à 36% aujourd'hui, et les engagements vont jusque 2025. Donc on peut voir une courbe de baisse, en tout cas, de ces poules qui sont détenues dans des cages aujourd'hui. Donc ça, c'est très très concret. Sur les poulets de chair, on s'est engagé aux côtés d'autres organisations internationales sur demander des critères minimaux aux mêmes acteurs d'entreprise. Et on a obtenu l'engagement de l'ensemble des supermarchés à renoncer à utiliser les pires pratiques, les pires conditions d'élevage et d'abattage des poulets, dont notamment les souches ultra rapides de croissance. Et les densités, réduire les densités dans les élevages, qui sont 2 points extrêmement importants. Donc voilà, ça c'est très très concret. Et puis on voit au niveau politique. Alors au niveau politique, sur la question des animaux d'élevage, c'est piètre ce qu'on a obtenu comme avancée. Il y a la fin de la castration à vif des porcelets, ça ne change pas fondamentalement leurs conditions d'existence. Et il y a la fin du broyage des poussins dans les filières poules pondeuses. Là aussi, ça ne change pas fondamentalement leur existence, mis à part pour ces poussins qui ne seront pas broyés vivants, ce qui représente quand même 50 millions d'individus chaque année. Ouais. C'est quand même pas rien. En fait, c'est une grosse victoire quand même, il faut célébrer les victoires comme ça. Il faut célébrer les victoires. Ouais. Et quelque part, j'ai le sentiment que la machine, elle est dégrippée. C'est-à-dire, on n'obtenait rien. On avait l'impression vraiment de ne pas avancer du tout, justement au début des années 2000. Et je pense qu'on est en train d'obtenir de plus en plus de choses. Alors, c'est extrêmement lent. C'est désespérant tellement c'est lent. N'empêche que ça existe. C'est mieux que rien du tout. Et puis, ça a tendance à s'accélérer. Et ça, il faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'on est de plus en plus nombreux. Une petite idée aussi, à L214, au départ, on était une poignée de bénévoles. Vraiment. Aujourd'hui, L214, c'est 80 salariés. C'est 50 000 membres. C'est plus de 2000 bénévoles. C'est des millions de personnes qui suivent sur les réseaux sociaux. C'est une question qui intéresse fondamentalement des gens. C'est 89% des gens qui disent que la question animale, c'est une question importante. 47% qui disent que leur vote pourrait être influencé par un candidat ou une candidate qui proposerait quelque chose sur la question animale. Voilà. Et ça, L214, on est une association qui râle, mais on est aussi une association qui propose plein d'actions sur nos différents sites internet qui s'adressent à l'action individuelle, mais aussi à l'action collective vers les entreprises, les politiques, les écoles, etc. Vraiment, c'est très vaste. Justement, vous l'avez dit, L214, c'est pas que des enquêtes, c'est aussi, de temps en temps, vous utilisez ce terme, c'est un couteau suisse, comme vous le dites parfois. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres contenus en fait, produits sur le site d'L214 ? Eh bien, ils sont extrêmement vastes et je vais en oublier et je m'en excuse par avance par rapport à toutes les personnes qui travaillent justement sur ces différentes campagnes. Mais L214, donc on a tout un pan de montrer la réalité. Donc il y a évidemment les enquêtes, mais on a aussi le site viande.info par exemple, qui regorge d'informations. Notre site L214 aussi, avec plein d'infos qui sont sourcées. On a notre département éducation qui propose du matériel éducatif avec notamment un journal fabuleux, je peux le dire, c'est pas moi qui rédige et c'est pas moi qui fais les visuels et tout ça, j'en serais bien incapable, mais un magnifique magazine destiné aux 10-14 ans qui s'appelle Mon Journal Animal, qui est hyper varié et très vaste. Sur l'information du public, il y a notre réseau, on est présent dans 50 villes françaises aujourd'hui avec notre réseau bénévole
qui est absolument fabuleux. Vraiment, je suis épatée. J'ai pu retourner sur des actions récemment et c'est rare que je puisse prendre le temps d'y aller. Mais voilà, des personnes au grand cœur, voilà, un grand cœur pour les animaux qui soient non humains ou humains. Et voilà, c'est vraiment ce que j'apprécie, cette bienveillance et cette envie de faire bouger les choses. Après, on va s'adresser aux entreprises. Et là, on a les actions express pour les animaux, où on reçoit des infos 2 fois par semaine, des actions à faire, décrocher son téléphone, envoyer un mail, réagir sur les réseaux sociaux. On a toute notre partie démocratisation de l'alimentation végétale, donc là qui va s'adresser là aussi aux entreprises ou aux particuliers. Vegan Pratique, c'est à la fois pour les particuliers, mais éventuellement ça peut être utile aux professionnels de santé. On a des actions auprès des professionnels des entreprises avec Improved Food qu'on a développé. On a Vego Resto qui s'adresse à la restauration privée, où on a aujourd'hui 3000 restaurants qui ont signé une charte avec L214 en s'engageant à proposer au moins une option vegan à la carte. Et ça concrètement, ça veut dire côté utilisateur que quand on est dans une ville et qu'on veut manger vegan, Voilà. on peut ouvrir le site ou l'application Vego Resto et regarder quels sont les restaurants qui ont des options vegan autour de nous. Exactement, donc c'est des restos, vous pouvez choisir si vous voulez un resto uniquement vegan, végétarien ou juste vegan friendly. Et du coup, voilà, on peut voir autour de soi qu'effectivement, il y a des options qui sont... Alors c'est vraiment ceux qui ont signé des chartes, parce qu'il y en a qui n'ont pas signé la charte avec nous et du coup ne sont pas référencés sur le site. Mais on vérifie que effectivement les options sont bien là et on répercute sur le site toutes ces informations, les horaires d'ouverture et tout ça. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment le pan sur les entreprises, donc faire reculer le pire et démocratiser l'alimentation végétale. On marche toujours sur nos 2 jambes, hein. Et puis on s'adresse aux politiques aussi, à tous les échelons, municipal, national ou européen. On avait cette charte pour les municipales, pour les régionales, et aujourd'hui, on voit justement dans la commande publique l'exclusion des produits issus de l'élevage intensif ou de certaines pratiques d'abattage qui commencent à émerger dans certaines villes voilà, qui sont particulièrement engagées et qu'on répercute sur Politique Animaux qui va être extrêmement actif justement dans cette période électorale. Pour la présidentielle. Évidemment, nous, notre objectif, c'est vraiment d'être à la fois aujourd'hui un observatoire, donc on relève ce qu'ont dit les personnalités politiques, ce qu'elles ont fait, c'est noté, est-ce que c'est favorable aux animaux ou est-ce que ça leur est défavorable, et ça nous donne une note d'ensemble. Alors pour les politiques eux-mêmes, qu'ils soient élus, députés, redéputés, maires de villes de plus de 50 000 habitants, ou que ce soit le gouvernement, par exemple, ou les candidates et les candidats aux élections. On va essayer de décrypter un petit peu leur positionnement par rapport à la question animale. Et donc, ça va être transpartisan, hein. Tous les partis sont notés sur ce site. Nous, on ne donne pas de consigne de vote, on donne juste des informations de façon à ce que les gens puissent avoir un maximum d'infos à leur disposition pour faire leur choix au moment de voter, par exemple. Bon alors, cher auditoriste, tu l'auras compris, L214, en fait, c'est pas un couteau suisse, c'est une gigantesque boîte à outils. Alors, Brigitte Gauthier, je vous ai demandé si vous étiez d'accord de lire une partie de la préface du livre L214, Une voix pour les animaux, écrit par Jean-Baptiste Delamot. Et donc, c'est la préface que vous avez écrite pour ce livre. Loin d'être les seuls, et heureusement, nous tentons chaque jour rien moins que de provoquer une révolution. Il n'y a guère d'autres mots. Cette révolution s'apparente à celle provoquée par Nicolas Copernic, lorsqu'il a déclaré que notre Terre n'était pas le centre de l'univers. La révolution que nous menons aujourd'hui est du même ordre. Elle consiste à démontrer que l'être humain n'est pas le centre du monde. Un décentrage radical, un cataclysme annoncé pour nos pratiques. Au même titre que les révolutions sociales, médicales ou technologiques, la révolution antispéciste conduit inévitablement à des mutations de métiers et d'organisation de notre société. Les révolutions font souvent peur parce qu'elles bouleversent nos habitudes, nous sortent de notre zone de confort, nous demandent de nous aventurer en terrain inconnu. Voici le défi devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Tout le monde s'accorde à considérer que les autres animaux
avec lesquels nous partageons cette terre ne devraient pas pâtir inutilement de nos actions. Pourtant, jamais autant d'animaux n'ont souffert si intensément pour la seule raison que nous souhaitons satisfaire notre appétit. La révolution morale que nous défendons nous intime de renoncer à un monde connu, reposant sur l'exploitation des animaux. Imaginer et bâtir une société qui se soucie du sort de chacun, qu'il soit un être humain ou non humain, est le grand défi devant lequel nous nous trouvons, celui auquel les militants de l'association L214 participent du mieux qu'ils le peuvent. Au fil de ces pages, vous constaterez que notre motivation n'est pas de chercher des coupables, mais bien de montrer la réalité, de poser le problème à plat et d'appeler à trouver collectivement des solutions. Nos actions, résolument bienveillantes et non violentes, peuvent déranger, bousculer nos certitudes, mais elles ne sont rien en comparaison de la violence subie au quotidien par des centaines de milliards d'animaux pour fournir le marché de la viande, du poisson, des produits laitiers ou des œufs. L214, c'est une série de petits actes. Ce n'est pas encore la révolution végane ni l'avènement de l'antispécisme. Pragmatiques et ambitieux, nous cherchons toujours à être le plus efficace possible, sans jamais perdre de vue notre objectif. Curieux, nous observons, discutons et remettons en question nos choix en permanence, toujours motivés par le chemin le plus court. Ce livre vous montrera à quel point nous sommes des gens ordinaires, animés et réunis par un désir de paix et de justice. Il vous prouvera que nous pouvons déstabiliser la dictature de la viande et installer une démocratie attentive à tous les êtres sentients, chaque jour, chez nous, ensemble, dans notre société. Merci beaucoup. Alors, Brigitte Gauthier, quelles sont vos 3 recommandations pour les auditeuristes ? Pour les auditorices, eh bien, j'ai une certaine passion pour le livre de Romain Espinosa, La condition animale, une économie au service des animaux. Comment sauver les animaux, Comment sauver les animaux, une économie, voilà. En deuxième, Sébastien Moreau et Laïla Lamide, Les cerveaux de la ferme. Bande dessinée, j'ai adoré. Et puis, c'est le bon cadeau, et je suis toujours fan de BD, on a toujours été fan de BD. En troisième, les bandes dessinées d'Insolente Vigie, je trouve qu'elles arrivent à mettre des concepts qui sont plutôt pas forcément super simples à choper en bande dessinée. Et aussi, je trouve que dans son rire pinçant, parfois, elle pince non seulement effectivement, enfin, elle met devant les dissonances cognitives, ça c'est clair, un certain nombre de personnes, mais aussi, je trouve qu'elle a un petit regard un peu critique sur nous-mêmes, les militants activistes véganes, et je trouve que c'est sain de se voir aussi par ce prisme-là pour toujours s'interroger sur nos façons d'agir, et voilà, enfin, vraiment, je suis une grande fan de son travail. Merci Brigitte Gauthier d'être venue dans le podcast. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Si vous êtes encore là, ça veut dire qu'a priori, cet épisode vous a plu. Alors si vous avez encore 2 minutes, ce serait vraiment très utile que vous laissiez 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou des commentaires et des likes sur la vidéo YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une lecture. Bisous.